Bienvenue à tous. Effectivement, nous avons décidé, dans le cadre de la présence française à l'exposition universelle de Milan, d'organiser un cycle de conférences tous les mercredis, donc 2 conférences par jour, enfin par mercredi, sur les grands thèmes qui concernent la thématique de l'exposition universelle, nourrir la planète, énergie pour la vie. Alors, pourquoi a-t-on décidé d'organiser ce cycle de conférences ? On a en fait une multitude de raisons. La première est dans le cadre d'une exposition universelle. Et une exposition universelle, depuis 1851, la première à Londres, et on a eu juste après, en 1854 à Paris, il s'agissait de mettre en scène le progrès, l'innovation, les savoir-faire. Et puis il y a le thème. Le thème, nourrir la planète, énergie pour la vie. C'est un thème qui est fondamental, essentiel. La question alimentaire est une question de survie, donc de tous les citoyens du monde, de tous les peuples du monde. Et le défi est énorme. On sait qu'aujourd'hui, avec 7 milliards d'habitants, nous ne sommes pas à même d'assurer une alimentation saine, équilibrée, suffisante. Et nous voulons montrer qu'on peut combiner de façon tout à fait positive les performances économiques et les performances environnementales. Et pour cela, eh bien, il faut encore de la recherche. Il faut encore du progrès scientifique et technique. Eh bien, c'est pour cela qu'on a créé les mercredis du Pavillon de la France. C'est faire en sorte que, autant que faire se peut, on puisse objectiver les débats sur les grands sujets qui traversent la problématique alimentaire mondiale. Quand nous avons été sollicités par le commissaire général pour l'exposition, pour le Pavillon France dans cette exposition universelle, et qu'il nous a dit ce qu'il vient de vous dire, à savoir que l'exposition universelle, c'est la science, la technologie, les savoirs qui doivent être mis en débat, et qui nous a dit: est-ce que tu es susceptible de mobiliser l'ensemble de la recherche française sur ces sujets? On a répondu oui, collectivement, nous nous y attacherons, et c'est ce que nous avons essayé de faire pour les raisons qui ont été évoquées. Raison d'autant plus importante qu'effectivement les questions d'alimentation, d'agriculture, de sécurité alimentaire sont au cœur d'un ensemble assez inédit de défis. On parle, c'est l'année du changement climatique, ça a été évoqué, c'est l'un des défis majeurs. Donc on a considéré qu'il est effectivement important de se mobiliser. Et on l'a fait d'autant plus volontiers qu'on a, et c'est peut-être plus un clin d'œil à l'INRA, quelques chercheurs dans notre institut qui s'intéressent aux relations, au dialogue science-société, et que d'une certaine manière, ces mercredis du Pavillon de la France, c'est une manière de mettre la science en société. Et le cycle de conférences, j'espère que vous en avez tous la liste. Il y a des conférences très intéressantes et je suis désolé de pouvoir assister à ce cycle. C'est vraiment l'occasion d'aborder des sujets qui fâchent, hein, et il y en a un certain nombre qui seront abordés aujourd'hui, d'avoir un débat avec des scientifiques, avec les citoyens, et de pouvoir véritablement rentrer dans une approche qui permet d'échanger sur ces enjeux qui sont les enjeux du futur. Voilà. Et donc la question qu'on va poser aujourd'hui, c'est que, effectivement, est-ce qu'il faut penser sur le long terme à un retour, d'une certaine manière, à un redéveloppement du bio, soit dans les formes qui sont apparues dans les pays développés dans les années 60, soit peut-être dans d'autres formes dans des pays en développement. Et donc c'est la question qu'on va poser à Marc Benoît. Le bio a nourri le monde jusqu'en, disons, au début du XXe siècle. Peut-il effectivement relever ce défi démographique qu'Alain Berger a bien présenté ? Non pas parce que, effectivement, au début du XXe siècle, il y avait à peu près un peu plus d'1 milliard d'habitants sur la Terre. Au cours du XXe siècle, on est passé de 1 à 6. Et la question, effectivement, pour passer de 6 à 9, que va pouvoir faire le bio par rapport à ça ? Voilà la question difficile que Marc Benoît va essayer d'éclairer au cours de cette intervention. Alors pour lancer le débat, hein, il y a des promoteurs et des détracteurs. C'est une question qui est quand même relativement polémique, avec des polémiques parfois dures. Donc quelques citations. On sait pourtant les famines d'autrefois lorsque tout le monde mangeait bio. On parle de croyances, on parle de retour 2000 ans en arrière, comme tu viens de le préciser. Et on parle de partisans de la décroissance et d'antimondialisation. Et par ailleurs, il y a de plus en plus d'ouvrages qui prennent le contre-pied. Et la bio est vue comme un véritable espoir, tant en matière de protection de l'environnement que de production alimentaire mondiale. Donc on va essayer de faire la part des choses. Alors qu'est-ce que la bio ? Minimum de définition, des cadres reconnus au niveau international, avec tout d'abord des principes généraux édictés par l'IFOAM, qui est la Fédération internationale des mouvements pour l'agriculture biologique. 4 principes donc de santé, d'écologie, d'équité et de soins, que je n'ai pas développés.
Et puis des réglementations qui s'harmonisent au niveau européen. Donc c'est une réglementation de début 2009 avec un règlement d'application. Et puis donc des principes et des méthodes de mise en application, donc des principes de gestion durable, de respect des équilibres naturels, des produits de haute qualité et la non-utilisation de produits chimiques de synthèse et d'OGM. Donc en fait, l'AB, ce sont à la fois des pratiques agronomiques, mais aussi un certain nombre de considérations à la fois économiques, sociales et politiques. Alors les contradicteurs, pour commencer rapidement par ça, deux papiers phares, Connor et Kirchmann en 2008. Et pour eux, donc, il y a impossibilité pour la bio de nourrir la planète. L'argument de base, c'est bien entendu les rendements qui sont trop faibles en lien avec des intrants insuffisants, donc engrais chimiques interdits en particulier. Bon, en fait, quand on regarde de plus près, dans ces analyses, le périmètre est relativement restreint et sont peu ou voire pas abordées les questions des impacts environnementaux, des impacts sociaux, en termes d'emploi en particulier, et des impacts en termes de santé publique. Or, si on veut avoir une vision de long terme, on parle de 2050, il est absolument indispensable de prendre en compte les questions sociétales connexes qui ne peuvent pas être disjointes. Et dans ces questions, les questions essentielles concernent l'environnement, donc les questions de changement climatique, de perte de biodiversité, de pollutions diverses, des questions de santé publique, des questions d'emploi, de revenus et d'équité, et de plus en plus des questions d'éthique. Donc, je reprends ici ce schéma qui est un petit peu symbolique. Donc en vert ici, ce seraient les limites de la planète à ne pas dépasser. Et on voit que dans certaines thématiques, comme les aspects de nitrates, les aspects de changement climatique et la perte de biodiversité, l'activité humaine aujourd'hui va au-delà des capacités de la planète. Donc il est nécessaire d'ouvrir le débat vers de nouvelles questions qui doivent prendre en compte le comportement du citoyen et du consommateur. Donc si je parle de ça, c'est pour aborder cette question un petit peu délicate de la place des produits animaux dans l'alimentation. Je pense qu'elle doit être prise en compte dans le débat. Avec un concept de base, c'est que l'élevage ne doit pas être concurrent vis-à-vis de l'homme pour l'utilisation des céréales ou des cultures en général. Donc il y a différents travaux qui abordent cette question. Également des questions sur le lien entre consommation de produits animaux et santé humaine, voire impacts environnementaux, dont le changement climatique. Et puis des nouvelles considérations éthiques sur la place de l'animal dans la société. Et au final, sur cette question des produits animaux, en fait, il faudra modifier drastiquement nos régimes alimentaires si la bio est généralisée, mais plutôt, s'il faut changer nos régimes, en fait, la bio pourrait être un cadre possible. La première des performances, donc performance productive. En fait, un certain nombre d'études montrent, là il y a un consensus, donc une moindre productivité en bio, mais une très grande diversité de situations à analyser. Alors là aussi, des méta-analyses que je vais reprendre. Donc De Ponty, 2012, montre qu'en moyenne sur la planète, c'est 20% de productivité en moins, toute production confondue, avec de fortes variations. Donc sur ce graphique, en abscisse, on a le rapport de productivité entre bio et conventionnel, avec le 100% qui se situe ici, donc même rendement entre bio et conventionnel. On observe des situations en bio où la productivité est supérieure au conventionnel. Par contre, dans la majorité des cas, la productivité en bio est inférieure. Une autre étude qui fait référence, de 2013, montre que la bio a une productivité inférieure de 5, 13 ou 34% selon les situations, c'est-à-dire selon les types de sols, selon les types de systèmes en bio. Sachant que les écarts sont plus importants dans les contextes déjà intensifiés, en particulier l'Europe de l'Ouest, qu'en pays en développement, et que les écarts se réduisent dans le temps, c'est-à-dire que les systèmes qui se convertissent en bio, peu à peu acquièrent un équilibre qui limite la différence de productivité vis-à-vis du conventionnel. Donc là aussi, on met en évidence une variabilité. Donc j'ai pris des exemples selon les types de production. Donc pour les fruits, par exemple, on a la même productivité entre bioconventionnels en moyenne, mais avec de très très forts écarts. Pour les oléoprotéagineux, on est en moyenne à 10% de moins de productivité à l'hectare pour le bio. Les céréales, on est plutôt à 20-30% de moins. Et le maraîchage, on est encore inférieur. Alors, une petite illustration pour montrer la différence, les écarts de performance qu'il y a selon les situations. Donc là, en Europe de l'Ouest, l'exemple, c'est de la production laitière, bovine laitière en Allemagne, avec une comparaison de fermes appareillées, c'est-à-dire qu'on a fait attention de prendre deux fermes, une conventionnelle et une bio, dans le même contexte pédoclimatique, présentée donc au congrès IFOAM d'Istanbul l'année dernière. Donc, comparaison des deux situations, 28% de surface de plus utilisée dans les fermes en bio, par rapport au conventionnel, et 16% de vaches en moins, ce qui veut dire que ce qu'on appelle le chargement à l'hectare est nettement inférieur, proche de 40%. En termes de performance,
Les kilos de lait produits par vache, on est à moins 24% pour le bio, donc on retrouve un peu les chiffres de tout à l'heure. Si on exprimait par hectare, on serait plutôt à moins 35%. Et par contre, je l'ai mis parce que je vais aborder la question tout à l'heure, en termes d'émissions de gaz à effet de serre par kilo de lait, le bio est inférieur de 6%. Ce qui voudrait dire que là aussi, si on exprimait ça par hectare, on serait à moins 20, moins 30%. C'est intéressant d'avoir une bonne productivité, mais il est souhaitable qu'elle se tienne dans le temps. Et en fait, on a une bonne résilience de la productivité en bio. Alors, même si apparemment, dans les principes, comme on a un fort lien au sol et la recherche d'une forte autonomie, on va dépendre beaucoup plus du climat. Donc cette dépendance risque de conduire à une résilience plus faible. Par contre, on note que la qualité des sols et en particulier le taux de matière organique permet une meilleure résistance à la sécheresse en bio. Il y a un certain nombre d'études qui traitent de cette question. Également, les systèmes en bio sont moins sensibles aux événements extrêmes comme les ouragans. En fait, c'est directement en lien avec la diversité des cultures au sein du système. Pour ce qui est du changement climatique, les systèmes en bio sont construits sur une diversité de ressources importantes, en particulier diversité génétique, et une complexité des systèmes qui donnent plus de chances pour pouvoir évoluer en parallèle au changement climatique. Par contre, avec le changement climatique, on voit apparaître un certain nombre de ravageurs et de maladies. Alors, c'est aussi lié aux échanges internationaux de marchandises. Et peut-être que pour le bio, ça sera un peu plus difficile de s'adapter. Il faudra un certain temps. Et peut-être y aura-t-il des impasses temporaires par rapport à ces nouvelles questions. Je suis parti d'une étude qu'on a réalisée dans notre équipe en relation avec l'ADEME, donc sur des exploitations de polyculture élevage dans le centre de la France. Et là, on étudie donc la consommation d'énergie par kilo de céréales produites. J'ai repris les quelques chiffres dans ce tableau. Donc on voit que les rendements sont inférieurs de 36% en bio, puisqu'on est à 34 quintaux par hectare contre 54, donc 36% de moins. Les produits pétroliers en mégajoules, donc l'unité énergétique ramenée au kilo de blé produit, supérieure de 83%. C'est-à-dire qu'on soit en bio ou qu'on soit en conventionnel, finalement, on aura la même mécanisation, le même labour, le même semis. Par contre, c'est très fortement compensé par l'utilisation des engrais synthétiques, en particulier l'azote qui coûte extrêmement cher en énergie, puisqu'on est à moins 95%, y compris les produits de traitement, puisqu'on est à 0. D'autres intrants qui sont un petit peu supérieurs, mais en global, donc, les systèmes bio sont inférieurs de 14% par kilo de céréales produit, donc je ne pars pas par hectare ici, on serait bien meilleur encore, en comparaison du conventionnel. Troisième type de performance, donc sur la santé humaine. Le premier volet concerne la place et l'incidence des produits chimiques de synthèse, pour rappel donc interdits en bio. Un constat général, c'est qu'il y a une forte augmentation de certaines pathologies, que ce soit les cancers, maladies neurodégénératives, etc. Et donc on a une mise en cause de plus en plus fréquente des produits chimiques. J'en cite deux ici, les métaux lourds et des substances de synthèse, en particulier les pesticides organophosphorés. Sachant que l'agriculture est quand même très fortement utilisatrice, au moins en France, des produits chimiques de synthèse, donc 80 000 tonnes sur ces dernières années. Deuxième volet sur bio et santé, donc l'intérêt nutritionnel des produits bio. Donc là, il y a une synthèse intéressante publiée en 2014 qui est basée sur plus de 300 publications scientifiques et qui montre que dans les produits bio, on a plus d'antioxydants, dont les polyphénols, sachant que ces antioxydants sont en lien direct avec des maladies neurodégénératives, encore une fois, cardiovasculaires, voire certains cancers. Et on a également moins de métaux lourds, dont le cadmium, dans les produits bio. Donc là, c'est directement lié à la fertilisation phosphatée en système conventionnel. Pour l'azote, on a également des teneurs nettement plus faibles dans les produits bio. Et puis donc, pour les pesticides, on n'est pas à un niveau zéro, mais il y a une réduction extrêmement forte des pesticides. Quatrième type de performance, les impacts socio-économiques, qui globalement sont favorables pour le bio. Donc ce qui peut paraître étonnant, c'est que les fermes en bio utilisent moins d'intrants, donc les intrants, l'engrais, etc., et mettent sur le marché moins de produits. Donc on pourrait dire quelque part, ça produit moins de chiffre d'affaires, donc ça produit moins de PIB. Donc la croissance étant liée au PIB, ça peut poser problème. Donc apparemment, une moindre activité économique des territoires. En fait, c'est plus complexe que ça, et il y a une étude qui permet d'aborder la question. Donc c'est un exemple de système bovin laitier de l'ouest de la France. Donc il compare des systèmes bio et conventionnels. Alors pas que bio, donc qui compare des petites fermes herbagères qui sont en général en bio, à des fermes plus intensives en conventionnel. Cette étude montre qu'il y a plus de richesse économique produite, donc c'est le critère de valeur ajoutée qu'on utilise. Donc la valeur ajoutée, c'est la création de richesse par rapport aux ressources locales et herbagères.
Et cette étude montre aussi qu'il y a une plus forte densité de population agricole dans ces zones. Donc il y a des effets économiques locaux induits. La conclusion globale étant qu'il y a un bénéfice économique net pour la collectivité avec 50% d'emplois en plus, sans compter dans cette étude les impacts environnementaux parallèles. Pour ce qui est de la bio et l'emploi, donc on peut faire référence à l'étude de l'INRA, à la synthèse de l'INRA 2013, qui montre qu'en moyenne sur la France, les exploitations en bio occupent 2,4 travailleurs contre 1,5 en conventionnel. Sachant que ces chiffres-là varient très fortement, bien entendu, selon les types de production, le maraîchage demandant beaucoup de main-d'œuvre, alors que les grandes cultures, c'est plutôt l'inverse. Conclusion également que le bio emploie plus de salariés, que les conditions de travail sont plus difficiles, mais qu'il y a une plus grande satisfaction au travail pour les actifs en bio. Alors quel développement possible ? Donc là, 2 photos pour illustrer, via des paysages différents, qu'il y a quand même une diversité de systèmes agricoles extrêmement importants au niveau de la planète. Donc en préambule, il est nécessaire de situer un petit peu justement où se situe la production agricole bio au niveau de la planète et quels sont les grands types d'agriculture. Et puis également parler de bio certifié, donc aborder la question de la consommation. Donc là, ce schéma qui peut paraître un peu complexe. Donc en abscisse, on a la productivité par hectare, donc le même critère que tout à l'heure selon les pays. Donc là, c'est en tonnes par hectare. Et là, on a la contribution globale de l'agriculture mondiale, donc les pays étant classés par productivité décroissante. Donc ce qu'on peut noter, c'est que l'Inde et la Chine ont un poids extrêmement important par rapport en particulier aux USA et à l'Europe. Donc c'est vrai qu'étant européen, on a l'impression que nos agricultures contribuent énormément, mais en fait c'est assez peu. Donc en synthèse de cette figure, USA et Europe c'est 12%, alors que l'Asie et l'Afrique, je n'ai pas parlé de l'Afrique mais elle est ici, pèsent très lourd, avec une productivité moyenne qui est faible. On est plutôt à 3 tonnes par hectare, alors que dans nos contrées, on est plutôt autour de 5-6 tonnes. Et quand on voit la localisation de l'agriculture Asie-Afrique, on a une place importante de l'agriculture familiale dans l'agriculture mondiale. Alors, il faut peut-être résumer ce graphique parce qu'il est peut-être un peu compliqué. Donc, ce que tu nous dis, c'est que finalement, ce qu'on appelle l'agriculture conventionnelle en France, c'est la partie droite du graphique, et que en fait, cette forme-là qui dépasse des 60 quintaux à l'hectare, 6 tonnes à l'hectare si vous voulez, en fait, elle est très minoritaire au niveau mondial, et que en fait, quand on va vers la partie gauche du graphique, une grande partie de la production agricole mondiale aujourd'hui sont sur des formes qu'on n'appellerait pas conventionnelles en France, mais qui effectivement produisent l'essentiel. Autrement dit, on a, quand on est en France, peut-être une vision biaisée de ce que c'est que l'agriculture mondiale à travers le modèle dominant que l'on peut voir en France. Donc le lien avec la bio certifiée, globalement à l'échelle de la planète, elle est extrêmement faible, puisque 37 millions d'hectares, c'est-à-dire quelque chose comme 1,5 fois la surface agricole de la France, on n'est qu'à 1% de la production agricole mondiale qui soit en bio. Alors sans compter les centaines de millions d'hectares qui ne sont, ou au moins les dizaines de millions d'hectares qui ne sont pas certifiés en bio, justement dans ces pays-là, voire des hectares de cueillette en Afrique et en Asie. Donc ce graphique qui reprend la part du bio dans quelques continents ou groupes de pays. Donc dans l'Union européenne, on est à 5% et on voit que c'est la situation la plus favorable au niveau mondial, même si ça reste très faible. En Océanie, juste une petite parenthèse, 3%, ça paraît élevé, mais il faut savoir qu'il y a quelques situations d'élevage bio qui sont intégrées là-dedans. C'est le centre de l'Australie avec des fermes qui ont quasiment 1 million d'hectares. Donc c'est un peu artificiel. Mais ce qu'il faut noter, c'est surtout Asie-Afrique, où on est en dessous de 1%, 0,1, 0,2% de bio certifié. Et en parallèle, donc, le marché du bio certifié, pour 93%, il est en Europe et en Amérique du Nord. Donc ce sont vraiment une situation de pays occidental. Donc en fait, on a vraiment une confrontation de deux contextes, des pays riches qui sont intéressés par la bio certifiée, avec des problèmes sous-jacents, des questions sous-jacentes d'alimentation, de santé et d'environnement, et puis des pays en développement ou en croissance, où là on parlerait plutôt de pratiques d'agroécologie et de bio pour aider à résoudre des questions de sous-nutrition et de dépendance alimentaire croissante, mais là on n'a pas de certification de la bio. Si c'est si prometteur que ça, et si les formes conventionnelles rencontrent des limites, quels sont les freins? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que le bio se développe et reprenne une part beaucoup plus importante que la part que l'on peut observer actuellement dans un pays comme la France? Alors les freins, puisque c'était la question.
Alors il y en a pas mal. Donc ce que j'ai voulu faire là, c'est d'abord un petit panorama il y a quand même des antagonismes et des ruptures de concept entre le bio et le conventionnel. Et je pense que c'est un frein majeur. Alors sachant qu'il y a une grosse hétérogénéité, là ça va être caricatural. Je vais comparer bio et conventionnel, mais on a un peu tous les gradients dans le conventionnel et pas mal aussi de gradients dans le bio. Un des principes de base du bio, c'est l'autonomie en intrants et donc avoir des technologies qui soient adaptées à chacun des contextes. Alors qu'en conventionnel, on utilise des intrants et on a des technologies relativement standardisées à différents niveaux. En bio, on va parler de diversification des exploitations et à la fois de diversification des exploitations, mais aussi de l'activité des territoires, alors qu'on a une spécialisation assez généralisée en conventionnel. On va parler d'économie de gamme en bio, c'est-à-dire qu'on va jouer sur un panel de produits, et faire des économies globales pour en proposer aux consommateurs une gamme de produits, alors qu'en conventionnel, on parle plus d'économie de concentration. L'exemple, c'est des zones entières, en France en particulier, où l'élevage d'une espèce va être concentré, ce qui permet à toute l'industrie derrière d'être très performante. On aura de la génétique adaptée à différents contextes et une sélection multicritères en bio. On va sélectionner des critères de résistance, alors qu'en conventionnel, on aura plutôt une génétique très spécialisée en privilégiant la productivité. On va utiliser, mais aussi produire de la biodiversité en bio, alors qu'on a plutôt une notion de sanctuarisation de la biodiversité en conventionnel. On privilégie le lien au consommateur en bio, alors qu'on a plutôt une production de masse et d'exportation pour le conventionnel. Donc en fait, on sait qu'il y a une coexistence qui est nécessaire entre les deux modes de production. Mais en fait, ce qu'on peut voir au travers de cette comparaison de concepts, c'est qu'en termes de politique de soutien, on peut avoir des divergences fortes entre les deux types d'agriculture. Quelques exemples ici. Donc, la bio est quand même très intéressée par l'agriculture de précision et la robotique. Donc là, une illustration, c'est un robot de désherbage. La contrainte de désherbage est quand même très forte en bio, avec l'interdiction des herbicides. On peut parler aussi de développement de lutte biologique et d'auxiliaires avec des traitements alternatifs. Et puis, il y a toute la question du savoir, donc la création de réseaux d'échange d'expériences et de connaissances. Donc là, les nouveaux outils de communication et de réseau peuvent être relativement intéressants pour aider au développement du bio. Alors la question du prix élevé des produits bio, on ne peut pas y couper. Alors c'est un frein à court terme. C'est normal, les matières premières sont plus chères, donc c'est une réelle question. Par contre, si on prend un peu de recul, on peut parler à nouveau ici de régime alimentaire. Donc quelle est la part des protéines animales dans nos régimes, sachant que c'est quand même un élément coûteux au niveau de la diète. Quel mode de consommation ? C'est-à-dire le consommateur peut acheter des matières premières ou acheter des plats préparés. Le coût n'est absolument pas le même. Et il peut aussi arbitrer au niveau de son panier de biens entre de nouvelles technologies ou de l'alimentation. Et surtout, c'est la question que j'ai abordée tout à l'heure. Donc, il y a une non-prise en compte des externalités dans le prix des denrées sur l'étal. Et une prise en compte permettrait d'atteindre un prix des produits bio certainement inférieur à celui du conventionnel. C'est pour moi une des questions de fond. Voilà, donc des nouvelles questions vont se poser à différents niveaux. Donc, est-ce qu'on va avoir une bio à deux vitesses demain ? On risque d'avoir une réelle conventionnalisation de la bio, avec une spécialisation, voire une industrialisation. Des produits hors saison, des produits calibrés, tels qu'on les a en conventionnel. Une diminution de la relation au consommateur, une pression sur les prix, sur la main-d'œuvre, une mise en concurrence des territoires. Et donc, il y a ce qu'on appelle la théorie de la bifurcation. Il y a des auteurs américains qui travaillent là-dessus. Donc, est-ce qu'on va avoir d'un côté des petites fermes avec des pratiques exigeantes, donc des fermes qui travaillent sur la base des principes de la bio et de l'agroécologie, et puis face à ça, des grandes fermes avec une approche minimaliste, c'est-à-dire qu'on applique la réglementation, et c'est tout. Et puis, au bout, est-ce qu'on aura une mise en concurrence de ces deux types de production en bio, en particulier au niveau des prix sur le marché. En résumé, donc on peut dire qu'il y a un cadre clair pour la bio en termes de réglementation. La bio certifiée, finalement, à l'échelle de la planète, elle est très très faible aujourd'hui. C'est à peine 1%. On risque d'avoir une évolution des questions selon la part du bio dans la production globale, avec un fort risque d'une bio à deux vitesses. Les freins, j'ai tenu à souligner, qui sont souvent liés à des différences de concept de la bio par rapport au conventionnel. Les leviers, selon moi, ils dépendent quand même très fortement des politiques publiques. On a des leviers possibles techniques, etc., mais la politique publique est importante. Et donc ces questions-là,
c'est pour peut démystifier aussi la question initiale. Elle touche autant au développement de systèmes basés sur les principes de l'agroécologie que sur les systèmes en bio.